Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir un profond malaise, un sentiment de gêne qui pourtant n'était pas si désagréable, mais presque rassurant? Et puis, avez-vous déjà vu ces images si bizarres, mais étrangement familières? Vous êtes-vous déjà senti inconfortable en les regardant, ou peut-être juste fasciné? Je suis Veille, et bienvenue sur les nébulosités d'Internet. Et aujourd'hui, on va plonger dans le monde qu'est les images liminales. Là où le sentiment que nous donnent nos rêves se capture en images. Elles sont souvent représentées par des photos d'hôpitaux, parfois des restaurants de notre enfance, ou encore juste un couloir vide. On les appelle les espaces ou lieux liminaux et ils font partie des profondeurs alléchantes et bizarres d'Internet. Liminal vient du mot latin limen, qui veut littéralement dire seuil. Cet espace entre deux autres, l'entrée d'une autoroute ou tout simplement le petit bout de bois pas si inutile sur le pas de la porte. La plupart du temps, on ignore les seuils, parce qu'en vrai, qui n'a pas vraiment le focus sur la destination? Naturellement, c'est pas tout le monde qui se sent bizarre devant ces photos. Celle-ci, par exemple, ne va absolument pas vous faire d'effet, alors que celle-là peut vous rendre extrêmement mal à l'aise. Et honnêtement, c'est super subjectif. Et pourtant, il y a beaucoup d'occasions où des endroits familiers sont montrés dans des situations qui sont bien moins familières. Par exemple, un centre commercial ou un vieil hôpital désert. L'atmosphère de ces photos sont toujours sombres ou légèrement illuminées par des lumières non naturelles. Des choses qu'on a littéralement 10 années pour fonctionner de manière spécifique perdent leur contexte assez facilement. Et nos cerveaux sont tellement à l'affût pour trouver du sens qu'ils commencent à paniquer quand il n'y en a pas. La nature en elle-même n'a jamais l'air très liminale. Elle a jamais l'air de ne pas être à sa place parce que c'est juste la nature. Mais attendez, si on ajoute un lampadaire tout à fait normal à une forêt, ça devient tout de suite troublant et étrange. Enfin, pourquoi il est là? Pourquoi il ne fonctionne même pas correctement? Et l'idée que des gens sont passés par là et y ont laissé une trace, et pourtant n'y sont plus du tout, déclenche un sorte de mini-réponse de combat-fuite, mais sans la douce adrénaline, et donc ça devient juste de l'anxiété. Fermez les yeux et imaginez. Vous essayez désespérément de dormir après une longue journée au travail ou à l'école. Mais la seconde où vous y arrivez, vous ouvrez vos yeux et vous voyez ce couloir de votre tendre enfance. Vous le traversez et pourtant, à l'endroit où vous êtes censé arriver à la fin, arriver au seuil, là, il se répète. Encore et encore, comme des kilomètres de rails sous la pluie. Et puis, vous vous réveillez, transpirant et confus. Mais dès que vous avez repris votre journée, ce rêve disparaît complètement dans les abysses de votre mémoire, et ce, jusqu'à ce que vous tombiez sur une vidéo bien étrange dans vos recommandés, montrant des photos d'endroits familiers et inquiétants. On va plonger ensemble, de plus en plus profond, dans les espaces liminaux et les sentiments qu'ils nous apportent. Je vais commencer par ce que j'appelle les softs, les images liminales qui sont extrêmement connues, mais pourtant qui ont une aura si puissante. Il n'y a aucune image autant partagée que celle des backrooms. Je pense que c'est même plus nécessaire de les présenter à ce niveau-là. Aussi, voire même plus populaire que les SCP, les backrooms sont un projet public où, si par hasard vous no-clippez en dehors de la réalité, vous finirez dans le niveau 0 des backrooms. Un endroit vide, humide et sale. Cette photo trouvée sur le forum de 4chan à l'époque est vraiment le précurseur de la popularité des espaces liminaux en réalité. Pourtant, perso, je la trouve pas si angoissante. Certes, il y a cette aura de vide et de continuité qui pèse, mais je ne ressens pas le sentiment de mal-être qui accompagne certaines autres photos qu'on va voir un peu plus tard. Une autre des plus connues fait également partie de l'univers des backrooms. Là, celle-ci me donne le sentiment d'être vraiment toute petite et géante à la fois, dû en fait à l'angle de l'image. La répétition des fenêtres, la lumière et le contraste, tout ça fonctionne parfaitement avec l'idée de liminalité. Après, c'est bien pour ça qu'elle est autant utilisée et qu'elle a surtout fini dans les backrooms. Dans le même esprit de popularité de celle des backrooms, on a ce montage de maisons là, qui sont superposées de manière super pas naturelle. Après bon, pareil pour celle-ci, le niveau de gêne perso, il ne vient pas du fait que ce soit liminal, il vient juste du fait que le montage en lui-même est grotesque et la qualité des maisons n'est pas top non plus. En fait, pour moi, la seule chose qui fait qu'elle soit répertoriée comme liminale, c'est le fait que ce ne soit pas un placement naturel de maison. Ça dérange bien évidemment le cerveau, mais personnellement, l'angoisse est absente. À votre avis,
Quel genre d'environnement serait le plus propice à vous donner ce sentiment d'inconfort, ce sentiment qui vous fait dire « là, je suis mal à l'aise ». Si vous aviez deviné les maisons, vous avez complètement raison. En tout cas, c'est mon cas et c'est celui de beaucoup d'autres personnes sur Internet. Si l'origine de l'explosion des images liminales sur Internet était via les backrooms, la popularité des espaces liminaux qui vous donnent cet effet un peu de rêve est arrivée avec, selon moi, la pire image de toutes. Celle-ci me met vraiment dans le mal et pourtant, elle est si sereine. Je sais pas vous, mais cette image de maison vide, limite complètement banale, eh bien, il englobe parfaitement ce sentiment qui est indescriptible. L'origine de cette photo est un peu méconnue et honnêtement j'ai rien trouvé qui précédait 2018, mais franchement je pense qu'elle tourne depuis quand même un bon bout de temps. Elle a vraiment donné naissance à plein d'images en fait qui sont dans ce style et franchement je trouve ça incroyable. L'aura qu'elle dégage se base surtout sur le jeu de lumière. Parce qu'en vrai on pourrait penser que ok c'est parce que la maison est vide et que d'habitude il y a un signe au moins de vie ou au moins juste une preuve que quelqu'un y habite. Par exemple avec cette photo-ci qui est littéralement presque la même, juste un escalier et une porte. Et cet escalier-là monte vers un endroit qui est beaucoup plus sombre et surtout dénué de lumière. On a aussi ce sentiment de mal-être, comme si quelque chose allait arriver de l'obscurité. Sauf que non. En fait, même dans des maisons où on y voit de la vie, on y ressent quand même de la gêne. Et dans ce style-là, il y a cette image. En vrai, je trouve que c'est assez normal. Il y a une énorme baie vitrée qui est complètement sombre. On ne voit absolument pas ce qui se passe dehors. Et ça prend littéralement tout le côté gauche de la photo. La lumière artificielle et froide qui sort de derrière la personne qui prend la photo aide aussi énormément à avoir ce sentiment d'inconfort. Par contre, il y a quelque chose que je trouve vraiment fascinant. C'est sûr que certaines photos, il y a cette familiarité et ce confort qui en sortent. Pourtant, elles sont toujours aussi troublante. Ici, c'est très très simple. L'effet un peu années 2000, maison de grand-mère avec les portes en bois, les meubles qui sont aussi en bois et surtout la lumière jaune qu'on pourrait presque entendre grésiller à travers l'image. Mais la porte ouverte là, c'est vraiment ce qui nous met dans l'ambiance. Dans le même style des sortes de souvenirs d'enfance un peu, il y a, après moi personnellement, j'ai pas grandi dans un immeuble qui avait ce genre d'escalier, mais j'ai d'office visité de la famille ou des gens qui en avaient. Et cette photo exprime l'exacte frayeur et nostalgie que ce genre d'escalier nous procurait à tous et ça fonctionne parfaitement avec les espaces liminaux. Dites-moi, pour quel moment de votre vie est-ce que vous avez les souvenirs les moins précis, mais où vous y ressentez quand même énormément de nostalgie? Perso, pour moi, c'est la maternelle. Alors, quand je vous dis que mes souvenirs de maternelle sont vagues, ils sont très très vagues. Parfois, il y a des sons ou des odeurs qui me ramènent justement à cette période de ma vie. Mais c'est toujours des petites choses insignifiantes, vous savez. Et c'est exactement où les espaces liminaux liés à l'enfance m'amènent. Alors, vous allez rigoler, mais l'un de mes souvenirs les plus livides par rapport à la maternelle, c'est la sieste. Et oui, c'est parce que j'aime trop dormir. Mais vous voyez le lit un peu tressé comme ça en plastique bleu qui est extrêmement mou et ils étaient tous placés les uns à côté des autres. Et je suis sûre qu'on est tous passés par là. Et des photos de cet environnement qui sont tout à fait normal, et bien pourtant il y a quand même cet effet de nostalgie et d'inconfort. Surtout celle-ci, pour moi, où le jeu de lumière est parfait pour ça. La lampe froide et surtout le coin sombre qui est censé être du coup un endroit réconfortant, mais qui ne l'est pas du tout. Au final, ça marche. Après, c'est très très compliqué de trouver des photos qui sont assez francophones. Parce que oui, du coup, là, je suis en Belgique, je vais un peu déballer ma vie. Mais j'ai grandi en France pendant les 8 premières années de ma vie. Et la plupart de tout ce qui est photo liminale, en vrai, c'est surtout basé aux États-Unis. Et du coup, ces photos-là, elles vont être basées sur des souvenirs que des personnes qui ont eu leur enfance aux États-Unis ont eu. Bon, cette photo-là, par exemple, elle est assez banale, entre guillemets, sauf que le feeling est bien présent. Les tables, les chaises, les murs jaunâtres, tout ça sont des éléments pas assez spécifiques pour les coller à une zone en particulier. Et en vrai, elle fait le taf. Déjà, juste le fait que tout soit sombre et vide, alors que c'est un endroit qui est censé être plein de vie, de couleurs et de peps, mais il y a surtout cet effet de douce nostalgie, surtout avec ces chaises. Et
ça se mélange un peu comme ce sentiment de rêve. Pour moi, c'est juste magnifique, mais magnifique dans le sens malsain. Dans le malsain, il y a aussi cette photo qui est bien moins nostalgique parce que du coup, c'est une maternelle aux States, mais le jeu de couleurs et le grain, ça fonctionne super bien. Bon, et une autre qui est un peu moins dans le domaine du creepy, mais qui met quand même assez mal à l'aise, c'est cette photo. Les couleurs vives qui graduellement partent vers le sombre, les lumières artificielles qui disparaissent dans le couloir, ça donne vraiment ce sentiment de jeu d'horreur, un peu comme dans Poppy Playtime. Et au début, j'ai vraiment cru que c'était de la 3D. Et sur cette photo, je trouve que c'est la transition parfaite pour qu'on aille un peu plus loin dans les espaces liminaux. Parlons de ceux qui sont présents dans les jeux vidéo. Alors, avant qu'on se lance, j'aimerais préciser qu'on ne va pas parler de jeux vidéo qui sont faits pour avoir ou pour donner cet effet de liminal. Un peu comme Anemoia Police et le jeu qui s'appelle Liminal. En vrai, par contre, pour Anemoia Police, je vous conseille vraiment d'aller regarder le jeu. Parce que avant d'avoir fait mes recherches, je ne le connaissais pas et les graphismes, ils sont vraiment super beaux et l'histoire, elle a l'air assez intéressante. Je vous conseille vraiment d'aller y jouer, surtout si vous aimez un peu les trucs creepy dans ce style. Super Mario 64 est un jeu qui a bercé énormément d'enfance et aussi la mienne. Alors perso, j'ai d'abord eu la version DS parce que j'ai grandi à cette époque-là. Mais croyez-moi, j'ai quand même joué à la version N64 un peu plus tard dans ma vie. Mais bon, c'est pas le sujet. Je pense que c'est bien inutile maintenant de présenter Mario 64 et à quoi est-ce que le jeu ressemble. On a entendu énormément de théories creepy sur le jeu, mais une chose qui est sûre, c'est ce sentiment de solitude qu'il y a quand on est dans le hub central, dans le château de la princesse Peach. Il y a certains endroits qui sont quand même bien plus sombres que d'autres, par exemple le manoir debout ou la zone de la cave, mais honnêtement, il n'y a aucun screenshot de Mario 64 qui me donne autant de sentiments d'inconfort que cette image. Alors, je ne sais pas pourquoi les escaliers sont autant angoissants à chaque fois, mais vraiment le placement de la porte et l'effet de lumière qu'il y a procure une aura qui ne devrait même pas être présente en fait dans le jeu de Mario 64. Sauf que je vous ai un peu menti. Ce screenshot ne vient pas de Mario 64. Enfin, si. Techniquement, oui. Mais c'est une salle qui a été trouvée dans le code source du jeu, mais qui ne figure absolument pas dans le château auquel on a tous joué. Le jeu Infra est un jeu qui est sorti en 3 parties entre 2016 et 2017. Et honnêtement, bizarrement, il n'a pas fait autant de bruit que ça. Le gameplay est assez simple. En gros, vous êtes un travailleur dans l'infrastructure, d'où le nom du jeu, et votre but est de prendre en photo et de filmer des endroits abandonnés ou à réparer pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Vous avez des petits puzzles en fait où vous devez réparer en fait des endroits vous-même pour éviter que les bâtiments se dégradent. Mais le plus important, c'est de collecter des informations pour votre employeur et le jeu cache une sorte de complot qui a l'air vraiment super intéressant. Bref, vous devez faire tout ça tout en évitant les dangers environnants. Les graphismes du jeu sont quand même bien faits et l'atmosphère de certaines parties, c'est totalement tout ce qu'on recherche. L'environnement est sombre, abandonné et on a toujours ce sentiment de solitude. La lumière jaune qui éclaire seulement une toute petite partie de l'endroit et surtout la porte qui mène vers les ténèbres émane juste tout simplement de l'angoisse. Petite mention honorable pour ce screenshot-ci qui montre un bâtiment qui est assez similaire à la photo des backrooms, je sais pas si vous vous rappelez. Après, elle est super sombre et c'est quand même un peu normal de se sentir mal à l'aise. Mais j'ai pas vraiment autant ce feeling d'angoisse que dans la ballroom. Mais je voulais quand même le mentionner. On va tricher un peu. Cette fois-ci, je vais parler d'un jeu qui est fait pour vous mettre mal à l'aise. La saga Silent Hill est vraiment l'une de mes sagas préférées. Et j'ai énormément de souvenirs avec Silent Hill Homecoming sur la PS3. Je sais que c'est un des Silent Hill qui est pas vraiment le plus apprécié, mais au moins j'y ai passé du bon temps. Après, c'était mon tout premier, après promis, je les ai tous séchés. Un des autres qui au final n'a pas été apprécié autant qu'il mérite, c'est Silent Hill 4 The Room. Vous jouez en tant que Henry Townsend et vous êtes coincé dans votre studio avec la porte complètement barricadée avec des cadenas. Mais malheureusement, vous n'y avez absolument pas les clés. Au bout d'un moment, vous retournez vers la salle de bain et là,
Quand on parle d'espaces liminaux dans les jeux vidéo, il y a énormément de fois où la salle de bain d'Henry est mentionnée. Pourtant, bizarrement, je ne ressens pas autant d'angoisse en fait sur le screenshot que sur la première fois où moi j'ai vu cette salle de bain dans le jeu. Et le truc avec les jeux comme les Silent Hill, c'est vraiment que il faut en fait vivre un petit peu la situation pour ressentir un malaise. Et c'est vraiment ça que je trouve incroyable avec le jeu vidéo, c'est qu'on peut vraiment se mettre à la place du personnage principal. Bref, plus vous avancez au-delà de ce monde étrange qui est à travers le tunnel de la salle de bain, plus la réalité devient sombre et distordue. Plus tard dans le jeu, votre appartement commence à prendre une tournure assez différente. Plus vous avancez dans la réalité miroir qu'est Silent Hill, plus la pièce devient délabrée. Et là, il sort ce screenshot. Et là, ça marche totalement. Le coin sombre avec le petit écran télé, la lumière qui a l'air de ne pas être assez forte pour l'environnement et les meubles qui paraissent vieux et usés est exactement la vision qu'on a d'un espace liminal selon moi. Dites-moi si vous aussi sur ce screenshot vous ressentez autant le niveau d'inconfort que moi. The Stanley Parable est un jeu qui a extrêmement tourné et il a explosé pour beaucoup de raisons. Déjà, on a le narrateur qui vous parle littéralement tout le long du jeu avec son humour qui est quand même bien propre à lui-même. Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha! Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife? Vous vous réveillez dans votre bureau, tout seul, sans vraiment savoir ce qui se passe. Et au fur et à mesure où vous avancez dans le jeu, les décors deviennent de plus en plus vastes et incompréhensibles. La raison pour laquelle je vous en parle est évident. Les décors du jeu sont extrêmement liminaux et honnêtement, je me suis demandé un petit peu si ce n'était pas fait exprès. Mais l'atmosphère n'y est pas moins dérangeante. La scène d'entrée nous met directement dans le bain, mais personnellement, j'aimerais parler d'endroits qui, au final, sont l'essence même de la liminalité. Les bureaux vides en eux-mêmes ne sont pas si malsains jusqu'à ce que l'on tombe sur des couloirs. Le couloir vide, les lumières artificielles qui s'estompent dans le fond du couloir plus sombre. Sauf que quand on est déjà dans une pièce qui est sombre et que ça termine en lumière, en réalité, ce n'est pas vraiment dérangeant, c'est presque même rassurant parce qu'on a l'impression de pouvoir se diriger vers de la sécurité. Sauf que pas vraiment. Dans cette image-ci, malgré que le fait que la lumière soit devant nous, bizarrement le fait que la photo ou en tout cas la position du personnage donne cette image un peu de je regarde du coin de l'œil. Même si dans Stanley Parable il n'y a pas genre de monstre ou de truc qui pourrait nous sauter dessus, et en tout cas dans ce screenshot il y a quand même ce sentiment sinistre qui pèse sur nous. Celle qui pour moi a le plus d'impact venant du jeu, c'est ce couloir. Honnêtement, décrire la sensation d'urgence que me procure ce screenshot serait presque complètement inutile. Entre la lumière froide qui n'éclaire absolument pas la porte, le petit personnage qui court en direction opposée de cette porte, eh bien ça ne rassure pas du tout. Et tout fonctionne pour donner ce sens d'alerte. Là, on va passer à un sujet de vidéo qui pourrait paraître très étrange, voire même pas à sa place dans le sujet qu'est les espaces liminaux, mais croyez-moi, tout va prendre son sens. L'art physique en lui-même, bien avant la photographie, était un des seuls moyens à l'époque, à part la musique, pour pouvoir exprimer sa créativité. Beaucoup d'artistes étaient très classiques dans leur coup de pinceau, mais d'autres avaient cette aura un peu malsaine malgré eux, ou peut-être pas, au final. Si je vous dis pensez à un artiste abstrait qui peint des choses improbables, dérangeantes, mais pourtant si colorées. Vous vous dites sûrement Picasso, sauf que non. Là, on va parler d'un des autres peintres les plus connus d'Europe, René Magritte. René Magritte est un artiste né en Belgique en 1898. Il commence la peinture en 910 à l'âge de 12 ans et il y a pris goût pour tout le reste de sa vie. Ses premières œuvres étaient assez banales, bien que quand même abstraites, mais on comprend tout de suite où va terminer sa carrière. D'ailleurs, sa peinture la plus connue, qui est Le Fils de l'homme, est l'une de ses dernières peintures. Juste comme ça, vous savez. Le liminal et Magritte
Franchement, ça va de pair. L'étrange sentiment de vide qui émane de ces peintures est pour moi la raison pour laquelle ça marche. L'une de ces premières peintures est peut-être l'une des seules qui tombe exactement dans le terme du liminal, c'est une réponse inattendue. C'est une porte avec un trou un petit peu humanoïde mais surtout déformé qui ne donne à rien à part une pièce sombre et franchement indescriptible. Le terme des portes revient quand même très souvent dans l'art de Magritte et bien qu'au final aucune n'a ce ton aussi malsain, il y en a quand même une qui sort du lot. Une porte qui ne mène à rien est une peinture si vive et si colorée, elle donne sur un beau ciel bleu et pourtant il y a quand même ce sentiment de mal-être. Rien ne va vraiment, comme si on se retrouvait en limbe ou dans un purgatoire. Et c'est comme si passer cette porte mènerait à une fin sans suite. Le jeu d'ombre qui est vraiment au seuil de la porte, qui est d'ailleurs la seule partie sombre de toute la peinture, donne un effet de profondeur presque non naturel. Et perso, moi, ça me met fort mal à l'aise. Je vous mets en description un lien où vous pourrez retrouver absolument toutes les peintures de Magritte. Et franchement, parler de chacune d'elles, je devrais avoir une vidéo entière pour ça. Ah oui, j'aimerais juste aussi mentionner le fait que même les endroits où sont entreposées les peintures de Magritte sont liminaux. Bref, l'essence liminale de Magritte le suit quand même bien après sa mort. Avant qu'on continue plus loin dans tout ce qui est peinture, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de cinématographie. Et j'aimerais surtout parler d'un film qui m'a suivi littéralement toute mon enfance et qui me suit encore aujourd'hui. Je l'apprécie tout particulièrement et honnêtement, je pense que c'est de là que vient ma fascination pour les choses un peu bizarres. Labyrinthe, sorti en 1986, est un film qui suit une histoire un peu gnangnan. Écoutez, on suit l'histoire de Sarah Williams qui, après s'être disputée avec sa belle-mère, elle finit par devoir garder son petit frère Toby. Elle prononce une formule qui fait que Toby se fait kidnapper par Jared, le roi des gobelins. Et l'objectif de Sarah est du coup de le récupérer à son château. Franchement, les animatronics utilisés pour faire les gobelins, ils sont très bizarre. Pour arriver au château, elle doit passer par un labyrinthe, d'où le nom du film, et il est bien dérangeant. De l'extérieur, ça va encore, mais de l'intérieur, il y a une scène où on le voit se répéter littéralement durant des kilomètres. Et perso, ça m'a rendu et ça me rend toujours très mal à l'aise. Dans le sens où le sentiment d'inconfort vient de la captivité, comme si il n'y avait vraiment aucune issue. Après, le film en lui-même n'est pas forcément si liminal, jusqu'au moment où on arrive sur l'une des scènes du film qui est franchement, je pense, la plus connue, avec cet escalier surréaliste. Le jeu de lumière, l'incompréhension, franchement, c'est incroyable. Bien que ce ne soit pas si liminal, à mon avis. Mais ça revient quand même souvent quand on parle de liminalité dans les films ou dans les séries. L'un de mes artistes préférés qui allie parfaitement le surréalisme dystopique et le sentiment d'inconfort, c'est H.R. Giger. C'est un artiste suisse qui manie extrêmement bien son airbrush quand il s'agit de rendre des choses surnaturelles. Son dessin le plus connu est Alien, une sorte de femme humanoïde qui regarde juste dans le creux de notre âme. Mais cette image n'est pas ce qui rend le travail de Giger liminal, au contraire. Paysage biomécanique est a priori juste une peinture qui mélange des lignes distordues et presque incompréhensibles. Mais plus on l'observe, plus on ressent en fait ce sentiment d'être tout petit malgré le fait de regarder l'endroit depuis un point quand même assez haut. Et le reste de la ville, qui est sous un sorte de brouillard, donne un sens de continuité inachevé. Bon, il y a plusieurs œuvres nommées paysages biomécaniques, et je vous avoue qu'il n'y en a aucune qui a ce même ton, mais bon, elles sont quand même toutes bien sombres et dérangeantes. Par contre, la peinture qui s'appelle Forêt magique a vraiment cette atmosphère très psychédélique et distordue. Le chemin qui mène vers une sorte de clairière a littéralement presque en fait limite de ne mener à rien. Et le sentiment d'être coincé dans une forêt qui a l'air de nous engouffrer à l'intérieur, franchement c'est incroyable. Après je ne sais pas si ça peut vraiment être considéré de liminal, parce qu'en soit l'effet ressenti c'est pas vraiment un vide mais vraiment un brouhaha de racines qui pèsent sur nous. Avant que l'on parle vraiment de ce qui m'intéresse du travail de Giger, j'aimerais juste mentionner Dune
1. La répétition de ces sortes de dents aliens qui donnent vers un bâtiment qui n'est absolument pas rassurant, ça marche de fou dans le concept de la liminalité pour moi. On y est super désorienté sans vraiment savoir si on regarde tout droit, vers le haut ou vers le bas. C'est loin, dangereux et super répétitif. Bref, H.R. Giger a pondu une sorte de référence dans le liminal avec Shasht. Une série de peintures qui n'ont pas été toutes retrouvées si c'est vraiment bien une série. La première qui est la plus connue, c'est Shasht 8, avec des escaliers longs et super pas naturels, qui suivent des immeubles qui donnent vers un noir profond. Honnêtement, il y a une créature dessus et pour moi c'est pour ça que ça ne marche pas vraiment. Il y a quand même une sorte de vie dans la peinture. Par contre, sa sœur Shasht, qui est non numérotée, elle a tout ce qu'il faut. On est toujours avec ces escaliers qui donnent dans les failles de ces murs et ce sentiment d'être vraiment minuscule et impuissant face à la situation. Et je vous les ai pas présentés dans cet ordre-là par hasard. Le fait de savoir que cette créature rôde dans les parages et qu'on n'a vraiment pas l'air de pouvoir y échapper, eh bien ça donne l'impression qu'elle pourrait apparaître à n'importe quel tournant. L'imagerie, le jeu de lumière, l'effet malsain, franchement, c'est impressionnant et je pense que vous comprenez pourquoi Giger fait partie de l'un de mes artistes préférés. Avant d'aller vers le fond du gouffre, parlons de quelque chose qui est quand même un tout petit peu plus coloré, mais toujours dans le malsain. Giorgio de Chirico fait partie de ces artistes qui frôlent la liminalité sans pour autant vraiment franchir la limite. Sa peinture la plus connue est Campanella, qui nous fait immédiatement rentrer dans le bain avec cette sorte de répétition de couloirs sombres. Mais par contre, il y a une autre peinture qu'il a faite qui est littéralement ce même paysage avec un différent point de vue. Et au final, ça rassure plus qu'autre chose. Une qui me fait un peu penser aux escaliers de labyrinthe, c'est Apparition de la cheminée, qui montre une sorte de ville industrielle distordue et surréaliste. Pourtant, je vais utiliser son œuvre Les Deux Masques pour vous introduire vers la dernière partie de cette vidéo sur les espaces liminaux, l'art extrême. Je considère l'art extrême liminal être des œuvres qui ont été faites intentionnellement pour vous rendre mal à l'aise. Ou juste que c'est un bordel de créativité qui rend l'atmosphère mélancolique mais également dérangeante. J'avoue qu'on va beaucoup partir sur l'abstrait contrairement au début de la vidéo, où les images liminales étaient quand même assez simples et que l'inconfort venait justement de ce manque de vie. Mais croyez-moi, restez jusqu'à la fin, vous allez avoir ce que vous recherchez. Vibration de Renaissance est une peinture qui a été faite par Vito Campanella. Je trouve personnellement cette peinture magnifique. Elle est tellement douce et en même temps si dérangeante. Plus on la regarde, plus on est plongé en fait dans cette sorte de chaleur qui est au final un peu cassée par ces formes humanoïdes qui ont l'air de nous accueillir dans ce monde de rêve. Campanella est vraiment très très fort pour justement avoir ce sentiment de rêve chaud. Sa peinture, la gemme, montre exactement ce que je veux dire. Le cheval qui court en arrière-plan a l'air hyper out of place. Genre, il a rien à faire là. Et la gemme en elle-même ressemble à presque une divinité qui apporte de la lumière au-dessus de ses formes sans visage. Pourtant, il ne suffit pas d'avoir un manque de visage pour rendre une œuvre malaisante. Jason Brown, lui, justement, a ce don d'utiliser des visages pour rendre mal à l'aise. Ceux qu'il ajoute dans ses peintures sont très souvent difformes, comme dans la peinture Mascarade. Imaginez seulement que vous vous retrouvez un jour, ou même dans un rêve, dans ce paysage où des gens sortent des montagnes en visage, et que le seul chemin que vous pouvez emprunter n'a pas vraiment l'air d'avoir une fin quelconque. Une qui pour moi rentre exactement dans cette sorte de liminalité extrême est le processus de pensée qui a également été fait par Jason Brown. C'est une peinture qui représente juste un buste et un paysage complètement nuageux. Tout ce qui se passe en vrai sur la peinture est connecté directement à ce buste, mais rien n'a l'air d'être linéaire pour autant. Ce qui fonctionne ici, c'est surtout le bâtiment qui est en arrière-plan, qui a l'air d'être là un peu pour bloquer les pensées du buste en fait, alors qu'elles viennent directement de ce même bâtiment. Et la petite porte sombre qui s'y trouve me rend extrêmement mal à l'aise. Comme si c'était en fait si simple de voir ce processus de pensée, mais à l'intérieur, tout est complètement sombre. En gros, perso, j'y vois de la liminalité parce que mon cerveau cherche
à trouver d'où viennent toutes ces pensées obscures, mais a quand même peur de s'y confronter. J'aimerais terminer par parler des covers d'une série d'albums qui a marqué toute personne qui l'a écouté. Vous les connaissez forcément parce que Feldup a fait une incroyable vidéo dessus. Je parle bien évidemment de Everywhere at the End of Time. Ivan Seal est l'artiste qui a su englober la liminalité avec si peu. Je le mets dans l'art extrême, mais pas à cause du brouhaha, mais justement pour tout ce qu'il représente tout en étant si serein. Les 3 covers qui pour moi rentrent dans le critère de liminal sont les 2 premières et la toute dernière, et ce sont les seuls desquels on va parler. Si vous ne connaissez pas ou ne vous rappelez pas vraiment de qu'est-ce que Everywhere at the End of Time, c'est une œuvre musicale de l'artiste The Caretaker qui raconte à travers 6h30 de musique, qui est d'ailleurs extrêmement distordue parce qu'elle vient de vieux vinyles qu'il a samplés, le processus de démence en 3 ans. La démence est une maladie neurodégénérative qui, en gros, supprime peu à peu l'accès en fait à la mémoire à long terme d'une personne. Elle finit par oublier qui est son entourage, par s'oublier elle-même et par oublier surtout comment fonctionner au quotidien. C'est une maladie qui est pour moi extrêmement fascinante mais triste en même temps, et ça me fait vraiment me questionner en fait sur qui suis-je et suis-je vraiment moi-même sans tous mes souvenirs. La première phase est la phase où tous les souvenirs sont clairs, pourtant on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'art utilisé est un journal qui tient debout, pourtant il n'y a ni écriture ni image. Le jeu de couleurs qui part vraiment d'un sorte de bleu vif à un turquoise très très pâle, mais surtout le vide qui l'entoure est extrêmement pesant. Et les ombres qui sont presque pas naturelles donnent encore plus ce sentiment d'oubli imminent. La deuxième phase est déjà un peu plus sombre. Le patient sait ce qui lui attend, mais reste quand même dans cette phase de déni léger, là où il s'accroche aux souvenirs qui sont encore là tout en essayant d'en créer de nouveaux. La peinture de la cover est cette fois-ci un pot de fleurs avec quelques-unes toutes fines qui sont vraiment sur le point de faner. Elles sont encore vives, elles tiennent encore debout, mais le bulbe commence vraiment à tanguer vers le bas. Et encore une fois, l'atmosphère est vide et pesante. Mais les couleurs ne sont plus si vives, en tout cas pas autant que la première phase. Tout ce que l'image représente, c'est vraiment une mélancolie à laquelle on essaye de s'accrocher, comme pour moi les souvenirs d'enfance que représentaient les espaces liminaux dans les écoles. Avant d'entrer dans ce que représente le dernier seuil, j'aimerais en vite fait parler du 5e. La peinture est une personne dans un costume de bal sur un escalier. On n'arrive même pas à vraiment discerner ce que c'est. On sait ce que c'est censé représenter, mais il n'y a rien de vraiment concret. Même l'escalier en lui-même n'est pas naturel. C'est la phase où les souvenirs sont présents, mais toujours inaccessibles. Et il ne reste que des fantômes de ce qu'ils étaient autrefois. La dernière phase est la pire mentalement parlant. Je sais qu'on a skip toute la continuité et surtout ce que fait ce projet, ce qu'il est, mais c'est vraiment pas le thème de la vidéo aujourd'hui et j'en suis désolée. Après, je vous conseille vraiment, si vous ne l'avez pas vu, d'aller voir la vidéo de Feldup. Et si vous l'avez déjà vue, re-regardez-la avec l'analyse des covers en tête. Bref, l'œuvre d'Ivan Seal, qui représente le dernier seuil de démence, est incroyablement pesant et anxiogène. C'est tout simplement une toile retournée avec les souvenirs limite visible mais inatteignable. Encore une fois, le vide qui l'entoure est extrêmement pesant et tout ce que représente cette peinture est parfaitement capturé. La lumière et les ombres sont aussi extrêmement bien placées. La seule chose qui est éclairée vraiment, c'est le vide mental et le reste des souvenirs est dans une obscurité totale, même si tout autour, bien que vide, est quand même illuminé. Personnellement, je suis quand même bien plus touchée par l'art et ce qu'il représente que par la musique en fait qui l'accompagne, parce que l'art c'est quelque chose qui me touche personnellement. Mais bon, chacun ressent les émotions à travers l'art, que ce soit de la musique, de la photographie ou même de la peinture complètement différemment. Et j'adore vraiment en fait le combo de ce que Ivan Seal a pu créer pour le projet de The Caretaker. Et il a su totalement représenter ce qu'on nous fait écouter. C'est la fin de cette vidéo sur les espaces liminaux. Je sais qu'on est un peu parti dans tous les sens, mais je trouvais ça quand même assez important de vous démontrer que la liminalité, elle peut être dans
tout et n'importe quoi, même dans des choses où on s'y attend pas forcément. De base, je voulais aussi inclure la musique, mais au final j'y ai renoncé et honnêtement, dites-moi si vous voulez un épisode spécial sur des chansons ou des musiques assez liminales. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouvera très bientôt pour explorer d'autres nébulosités sur le net. Passez une très bonne journée ou soirée. La bise!